Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Stéphane, sous-directeur, mes collègues Myriam Reggiani, Stéphanie Benoît et moi-même Françoise Marais sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un des premiers webinaires organisés par la CPAM du Tarn. Nous avions à cœur de vous accompagner dans la stratégie dépister, alerter, protéger. Cette réunion est filmée. Vous la retrouverez dès le 2 décembre prochain sur notre chaîne YouTube. Le lien pour y accéder vous sera envoyé par mail courant semaine. Ensemble, nous allons visualiser le processus des tests antigéniques. Pendant cette présentation, ne soyez pas surpris, vos micros sont coupés, mais vous allez pouvoir poser vos questions. Que vous suiviez le webinaire depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable, vous avez une icône avec les lettres Q et R sur laquelle il faut cliquer pour poser la question. À l'issue de la présentation, nous prendrons le temps de répondre aux questions posées. Enfin, pour nous, caisse primaire du Tarn, il nous paraît important de savoir si ce type d'accompagnement vous convient. Pour cela, à la fin du webinaire, vous aurez un sondage. Je laisse la parole à Monsieur Stéphane. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui sur ce sujet important du dépistage de la Covid-19. Nous sommes très heureux d'avoir ce moment d'échange avec vous. Vous êtes familier de la stratégie du gouvernement tester, alerter, protéger. Et nous allons en reprendre plus loin les principes. Ce que je souhaiterais souligner en introduction, c'est que notre capacité à assurer un dépistage rapide de la population est fondamentale dans la stratégie de lutte contre la Covid-19. La HAS rappelle dans son avis du 8 octobre que la technique de référence en matière de dépistage du virus demeure la détection du génome de ce virus par technique d'amplification génique, RT-PCR, compte tenu des performances diagnostiques de ce test. Les tests antigéniques s'intéressent aux protéines produites par le virus. Ils présentent l'avantage de fournir des résultats bien plus rapidement que les tests RT-PCR. Leurs performances sont toutefois liées au respect des critères édictés par la Haute Autorité de Santé, et notamment en matière de public cible. Ils doivent être conçus comme un levier complémentaire des tests RT-PCR dans notre stratégie globale de dépistage. Les infirmiers font partie des professionnels de santé habilités à la réalisation de ces tests. Et, comme depuis le début de l'épidémie, nous savons combien votre action sur le territoire est importante. La réalisation de ces tests implique également un rôle de votre part dans la démarche de contact tracing. Cette démarche est absolument essentielle, car un dépistage sans réalisation rapide du contact tracing entraîne d'importantes pertes de chance pour contenir le virus et prévenir sa diffusion dans l'entourage. L'assurance maladie est très mobilisée sur le contact tracing. Le fait que votre profession, ainsi que les médecins et les pharmaciens, soient intégrés dans cette démarche est une bonne nouvelle. Elle doit nous permettre de gagner encore plus de temps dans l'accompagnement et l'orientation des patients zéro et des cas contacts. Je vais laisser à présent la parole à mes collègues qui vont pouvoir revenir sur l'ensemble du processus et répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente après-midi et vous remercie encore pour votre mobilisation. Dépister, alerter, tracer, voilà ce qui est demandé, comme le disait M. Stéphane, à votre profession lorsque vous réalisez des tests antigéniques. Je n'ai absolument pas la prétention de vous apprendre comment marche un test antigénique. Ce test, suite à prélèvement dans la fosse nasale par écouvillon, va détecter la présence ou non de protéines du virus, les antigènes. Ce prélèvement sera mis au contact d'un réactif
et permettra dans un délai court, 15 à 30 minutes, de savoir si le patient est positif ou négatif. Ces tests antigéniques sont certes un peu moins sensibles que les tests PCR, mais ils offrent une rapidité de résultat qui renforce la démarche dépister, isoler, tracer, complète les 2 millions de tests PCR réalisés chaque semaine. Les officines vous délivreront gratuitement 1 ou 2 boîtes de tests par jour. La quantité de boîtes délivrées dépend du nombre de tests contenus dans cette dite boîte, supérieur ou inférieur à 15. Pour pouvoir retirer en pharmacie ces boîtes de tests, vous devrez leur présenter votre carte de professionnel de santé et votre carte vitale ou à minima leur indiquer votre numéro de sécurité sociale. Vous serez ainsi dans la capacité de réaliser ces tests à votre cabinet, au domicile du patient ou dans des barnums. Reste à savoir qui est éligible au test. L'arrêté du 16 novembre a certes élargi la population cible. Pour autant, doivent bénéficier de ces tests prioritairement les personnes symptomatiques dans la mesure où on se situe dans les 4 premiers jours après l'apparition des symptômes. Autrement dit, passé ces 4 premiers jours, le test antigénique n'est plus de mise. Puis, bien sûr, il peut être aussi utilisé dans d'autres cas de figure, notamment lorsque le professionnel de santé l'estime nécessaire dans le cadre d'un diagnostic ou bien dans le cadre de dépistage collectif ciblé. Vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les personnes symptomatiques et asymptomatiques. C'est un test qui, normalement, ne peut pas être réalisé à la demande d'une personne s'il n'y a ni test, ni besoin de confirmer un diagnostic. D'où la nécessité pour vous de vérifier l'éligibilité du patient et d'obtenir son consentement, c'est-à-dire qu'il doit connaître et les avantages et les limites du test. Suite à la réalisation de ce test, 4 actions sont attendues de votre part. La première, tracer. Quel que soit le résultat, et j'insiste sur quel que soit le résultat du test, vous devrez remettre au patient un document de traçabilité de la réalisation du test, document qui aura été complété par vos soins. Ce document est disponible sous amélie.fr. Deuxième action, c'est saisir. Là aussi, tous les résultats, positifs comme négatifs, doivent impérativement être saisis dans l'outil SIDEP. Cette saisie, là aussi, c'est important, doit être réalisée le jour même du test. L'alimentation de SIDEP conditionne le remboursement. Je vais faire une parenthèse sur cette notion de conditionne le remboursement. Nous avons de nombreuses questions à savoir si on attend de voir d'un SIDEP pour payer. En fait, non. Ce qui a été dit par la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est que des contrôles seraient effectués, contrôles de cohérence entre ce qui est saisi d'un SIDEP et ce qui est facturé. Si l'écart est conséquent entre les demandes de remboursement et ce qui est saisi d'un SIDEP, en effet, nous serons amenés à effectuer des contrôles. Enfin, je rappelle que SIDEP est aussi un outil de santé publique. Il est la base de données recensant la réalisation de tous les tests de dépistage en France, ce qui permet à la fois d'évaluer l'évolution de la COVID sur le territoire et d'identifier tous les patients contaminés. Ma collègue Myriam va vous présenter et vous indiquer comment se connecter sur l'outil SIDEP. Bonjour à tous. Donc, le prérequis pour vous identifier sur SIDEP est votre carte CPS ou votre ICPS.
La ICPS est l'équivalent de votre carte CPS de manière dématérialisée. Vous pouvez télécharger l'application ICPS sous Google Play ou Apple Store pour vous connecter à SIDEP depuis votre smartphone. La procédure pour la création de votre ICPS se trouve à l'écran ou dans le mail qui vous a été envoyé le 13 novembre. Ainsi, que ce soit par CPS ou ICPS, vous pourrez vous connecter à SIDEP, valider les modalités du test antigénique et saisir le résultat. Donc, premièrement, il faut se connecter à l'adresse du portail SIDEP. Vous cliquez sur « Identification par CPS », vous sélectionnez CPS ou ICPS et vous entrez votre mot de passe. Une fois connecté, pour commencer votre saisie, cliquez en haut à droite sur « Nouveau patient ». Sur l'écran suivant, la partie de gauche est complétée automatiquement. Vous devez saisir uniquement les informations dans la partie de droite, c'est-à-dire donc le nom et le prénom de votre patient, le sexe, la date de naissance et le numéro de téléphone. L'adresse mail vous est également demandée. Si votre patient n'en a pas, vous devrez impérativement remplir l'adresse postale. Donc, la saisie de cet écran-là est optionnelle. Elle est à compléter, par exemple, si un patient vous informe qu'il revient d'un voyage à l'étranger. Ensuite, donc, il s'agit de choisir le mode de prélèvement réalisé. L'option test antigénique est présélectionnée. Donc, vous cliquez sur « Continuer » et vous avez donc 4 renseignements à saisir. Donc, le résultat, le lieu de résidence, la date d'apparition des premiers symptômes et si le patient est un professionnel ou non. Donc, une fois les informations saisies, vous êtes dans l'obligation de remettre le résultat du test au patient au travers de la fiche de résultat. À cet effet, vous pouvez éditer le formulaire à partir de cet écran. La fiche du résultat du test s'affiche, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer. Dans le cas où vous seriez hors cabinet, vous pouvez, sur la page précédente, éditer le formulaire vierge pour pouvoir le remplir manuellement et le remettre à votre patient. Sur ce document, vous avez les liens et les numéros de téléphone utiles en cas de problème. En tant que conseillère informatique service, n'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté au travers de l'adresse indiquée à l'écran et on vous répondra dans les meilleurs délais. Je redonne la parole à Françoise Marie, merci. Je parlais de 4 actions que vous aviez à réaliser. La première, tracer, la deuxième, saisir, et la troisième, qui réside dans le fait d'accompagner le patient. Vous aurez, suite à ces tests, des patients négatifs et des patients positifs. Pour les patients qui sont négatifs, vous êtes bien sûr invité à leur rappeler l'importance du respect des gestes barrières et la nécessité, bien sûr, de se faire tester en cas d'apparition de symptômes compatibles avec la COVID-19. Si le patient négatif, et j'insiste sur ce point, est une personne symptomatique de 65 ans ou plus ou une personne présentant au moins un facteur de risque, vous devez l'encourager à aller consulter un médecin et confirmer ce résultat par un test PCR. Dans le cas où votre patient est positif, à ce moment-là, vous devez lui demander de recenser les personnes contacts, de se placer à l'isolement immédiatement et de solliciter son médecin pour une prise en charge médicale. Vous pouvez aussi l'orienter d'ores et déjà vers le pharmacien qui lui délivrera le masque
puisque dans la mesure où vous aurez complété l'outil contact tracing, contact Covid, dont on vous parlera un peu plus tard, le pharmacien aura trace de la positivité de ce patient et pourra lui remettre les masques. La quatrième action, c'est cet outil, contact tracing, pour casser les chaînes de contamination. Donc, comme il vous est dit dans cette diapositive, cette stratégie s'appuie sur un dispositif contact tracing qui vise à casser les chaînes de contamination, et ce, grâce à l'identification, au suivi et à l'isolement des personnes positives et contagieuses. Mais pas seulement. Il sert aussi à recenser chacune des personnes positives de l'ensemble des personnes avec qui elles ont été en contact rapproché. Autrement dit, vous entendez très souvent parler, je suppose, de cas contact. Donc, cet outil sert à tracer les personnes qui ont été cas contact. Donc, la définition de ces personnes cas contact était reprise un peu plus bas, de façon à ce que vous soyez en capacité de savoir, lorsque le patient va vous dire « j'ai été en contact avec telle et telle personne », savoir si vous avez à aller compléter l'outil contact Covid pour toutes les personnes dont va vous parler le patient, ou bien simplement pour certaines d'entre elles. Pour cela, il vous est demandé d'aller le plus loin possible dans la mise en œuvre du contact tracing. Donc, bien sûr, en identifiant les patients pour lesquels le résultat du test antigénique est positif, et à minima, vraiment à minima, en recensant les personnes partageant le même domicile que le patient. Dans la mesure du possible, il est souhaitable que vous alliez jusqu'à l'identification des personnes contacts à risque, au-delà de celles partageant le domicile du patient malade. Et bien sûr, de saisir ces données dans le téléservice Contact Covid. Ainsi, dans un délai très court, les personnes que vous aurez identifiées comme personnes contacts seront contactées par l'assurance maladie pour les inviter à aller se faire tester et surtout à s'isoler. Sur les deux diapositives suivantes, vous retrouverez les personnes qui sont définies comme personnes contact à risque. Donc, la première diapositive reprend tout ce qui est mesures de protection efficaces. Et bien sûr, les personnes contact à risque, c'est dans la mesure où il n'y a pas eu ces mesures de protection mises en place. Donc, c'est en l'absence de mesures de protection que l'on peut retrouver des personnes contact à risque. Donc, ces personnes contact à risque sont définies comme ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable, ayant eu un contact direct avec un cas en face à face à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée. Donc, il est clair, je veux dire, que ce que nous voyons souvent actuellement, en cette période de confinement, c'est nos sorties d'établissements scolaires, où tous les jeunes, en sortant, bien sûr, on y voit beaucoup d'accolades, d'embrassades, donc voilà, là, bien entendu, ce sont des personnes contact. Par contre, lorsqu'on croise des personnes dans l'espace public de manière fugace, à ce moment-là, ils ne sont pas considérés comme des personnes contact à risque. On a bien sûr les personnes qui soignent ou les personnes recevant des soins d'hygiène qui sont potentiellement des contacts à risque. Et puis, un cas auquel on pense beaucoup moins, c'est lorsqu'on parle d'un espace confiné, on pense bien sûr bureau, salle de réunion, réfectoire. On oublie plus facilement un véhicule que l'on a partagé pour se rendre sur le lieu d'une réunion, voilà. Donc, si dans la voiture, les gestes barrières n'ont pas été respectés, et notamment le port du masque, on devient bien sûr cas contact si l'une des personnes du véhicule devient positif.
Voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qui est en milieu scolaire, élèves ou enseignants de la même classe, si l'un des protagonistes ne porte pas de masque grand public, à la marque AFNOR. Voilà. Alors, par rapport, pareil, il y a une autre nuance à connaître par rapport à ces personnes qui sont à contact. Donc, tout dépend, cas contact, de quel patient zéro ont-ils été. S'ils ont été cas contact d'un patient zéro asymptomatique, il s'agit des personnes avec qui le patient zéro a été en contact sans geste barrière dans les 7 jours qui précèdent le test. Par contre, si le patient zéro est symptomatique, ce sont les personnes avec qui il a été en contact sans les gestes barrières 48 heures avant le début des symptômes. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une différence selon si le patient zéro est asymptomatique ou symptomatique. Vous verrez, vous avez possibilité, et vous devez d'ailleurs cocher si le patient zéro donne son accord pour que son identité soit indiquée aux personnes contact. À défaut, il reste anonyme. C'est-à-dire que lorsque les personnes donc, de l'assurance maladie, de la MSA, qui participent au contact tracing vont appeler les cas contacts pour leur demander de s'isoler et de se faire tester, si le patient zéro a donné l'autorisation de divulguer son nom et si les patients en contact nous le demandent, on peut en effet donner l'identité du patient zéro. Par contre, si le patient zéro ne le souhaite pas, on ne donne jamais l'identité du patient positif. D'où l'importance de cocher cette case en disant qui nous donne le droit ou pas de communiquer l'identité du patient. Je veux juste attirer votre attention là-dessus lors de l'interrogatoire, quand vous serez avec ce patient zéro. Si le patient positif vous dit oui, vous pouvez donner mon identité, mais pas à monsieur un tel, vous cochez que le patient zéro ne souhaite pas. Dans la mesure où il y a la moindre restriction, on coche ne souhaite pas. Je vais me permettre de faire un petit rappel sur le point de départ de l'isolement. Cet isolement, la durée de l'isolement a évolué au cours de l'épidémie. Hein, vous en êtes aperçu. De 14 jours, nous sommes passés à 7 jours. Donc, actuellement, l'isolement durera 7 jours. Ce qui diffère, c'est le statut du patient. Donc, si la personne est un cas confirmé, les 7 jours pleins débutent à partir de la date des débuts du symptôme. Pour les personnes qui sont asymptomatiques, les 7 jours pleins débutent du jour du prélèvement positif. Pour les cas contacts à risque d'être contaminés, c'est 7 jours en cas de test PCR négatif, à savoir que ce test doit être réalisé 7 jours après le dernier contact avec la personne malade. Pour les membres du foyer qui ne sont pas séparés de la personne malade, eux doivent bien sûr réaliser un test immédiatement et s'isoler même si le test est négatif. Et il conviendra de refaire un test 7 jours après, à partir de la date de guérison de cette personne. Voilà. Et bien sûr, s'il est négatif, en l'absence de symptômes, l'isolement prend fin. Là s'arrête votre mission. Maintenant, le relais est assuré par, vous l'entendez aussi, c'est un terme régulièrement employé au niveau de nos médias, des enquêteurs sanitaires de l'assurance maladie. Ces enquêteurs sanitaires, c'est du personnel de service de la caisse primaire et de la MSA qui sont détachés de leur activité première pour répondre donc et être présents sur la plateforme Contact Tracing. Donc leur rôle, c'est de finaliser l'identification des personnes contact à risque,
d'un cas confirmé de Covid-19, autrement dit, les personnes que vous aurez identifiées dans l'outil Contact Covid, de les informer sur les recommandations sanitaires, de les inviter à se faire tester et bien sûr, rester isolés en attendant les résultats du test. Si ces équipes présentes sur les plateaux contact tracing sont en présence d'un cas complexe, ces cas-là, que ce soit dans certaines collectivités, dans des clusters, ils alertent l'ARS et c'est l'Agence régionale de santé qui prend le relais. Votre rôle, vous l'avez compris, est capital dans cette stratégie tester, alerter, protéger. Myriam va reprendre la parole et va vous présenter le téléservice Contact Covid. Le téléservice donc Contact Covid se retrouve dans Amélie Pro. Donc, il est à compléter par les patients qui sont positifs uniquement et leurs personnes contact. Donc, on va avoir le visuel de votre page de connexion Amélie Pro. Donc, vous vous connectez sur votre Amélie comme habituellement avec votre identifiant et mot de passe ou bien par connexion par carte CPS. Et dans l'onglet Activités, sur la gauche, vous pouvez voir que vous avez un nouveau lien Contact Covid. C'est à ce niveau-là donc que vous remplirez les fiches patients. Comme vous, les pharmaciens et les médecins ont accès à Contact Covid. Ainsi, ils peuvent, je vous le disais précédemment, consulter les fiches pour délivrer les masques pour ce qui est des pharmaciens ou prescrire un arrêt de travail pour les médecins. Ils peuvent bien entendu, eux aussi, compléter dans cet outil des cas contacts, puisque ce sont les deux professions avec vous qui peuvent réaliser ces tests antigéniques. J'insiste sur le fait que la saisie des données dans Contact Covid servant au contact tracing est indépendante de la saisie des résultats des tests antigéniques, qu'ils soient négatifs ou positifs, dans SIDEP. Donc, nous avons deux outils qui cohabitent. SIDEP, dans lequel vous allez enregistrer tous les résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs, et ensuite l'outil Contact Trace Covid, qui, lui, sert à enregistrer les tests positifs uniquement. Certains de vos patients positifs vont vous demander s'ils peuvent enregistrer le résultat de leur test sur l'application Tous Anti-Covid. Donc, sachez que c'est possible. Pour cela, vous devrez passer par l'interface pro-tous-anticovid.gouv. Vous générerez un code à 6 caractères que vous lui remettrez et qui lui permettra d'enregistrer son résultat. Donc, pour les modalités de facturation, une fois le test réalisé, donc SIDEP complété et Contact Covid également, vous pouvez passer à votre facturation. Il s'agit d'une facturation classique en télétransmission. Donc, vous allez rencontrer 3 cas. Vous avez réalisé le test en individuel au cabinet. Vous cotez AMI 8,3, pardon. Au domicile du patient, AMI 9,5 ou dans le cadre d'une organisation collective, AMI 6,1. Ce sont des forfaits tout compris qui englobent le temps passé pour l'interrogatoire du patient, la réalisation du test, le rendu du résultat, la saisie d'un SIDEP et Contact Covid, et pour les équipements de protection et l'évacuation des déchets.
Donc, à ce forfait tout compris vient s'ajouter une rémunération complémentaire, AMI 9,5, pour le tracing lorsque vous recensez les cas contacts. Donc, c'est I dans contact Covid. Par exemple, vous avez réalisé un test à votre cabinet, le résultat de votre patient est positif, vous avez enregistré les informations d'INCIDEP et contact Covid pour le patient positif, vous cotez AMI 8,3. Vous allez également compléter les cas contacts dans l'outil Contact Covid. Donc, vous avez recensé les cas contacts pour le patient 0. Vous cotez en plus de l'AMI 8,3, une AMI 9,5. Sachez que ces tests sont pris en charge à 100%. Donc, selon les logiciels, vous devez saisir l'exonération 3, qui est également appelée soins particuliers exonérés. Et vous devez vous identifier en tant que prescripteur et exécutant. Merci.